Le président américain Donald Trump croit qu'il rendra sa grandeur à l'Amérique. Et dans sa tentative manifeste de protéger le peuple américain d'une invasion, il rend difficile l'entrée aux États-Unis pour les touristes et les immigrés, en particulier pour les ressortissants africains. Le Mali vient d'envoyer un message à Washington d'une valeur de $10,000. Dans une décision qui a bouleversé la diplomatie mondiale, Bamako a annoncé que les citoyens américains devront désormais déposer un cautionnement de visa de $10,000 pour entrer dans le pays. C'est une réplique exacte de la même règle que l'Amérique a imposée aux Maliens. Ce qui ressemblait à de la paperasse est devenu une riposte. Il ne s'agit plus de visa, mais de pouvoir, de fierté et de la fin d'une diplomatie à sens unique. Alors, que va faire les États-Unis maintenant? Découvrons-le. L'annonce est tombée par un vendredi tranquille à Bamako. Quelques lignes de texte officiel qui ont résonné comme un coup de tonnerre à Washington. La République du Mali exigera dorénavant un cautionnement de visa remboursable allant jusqu'à $10,000 de tous les citoyens américains demandant une entrée pour affaires ou tourisme. Le ton était froid, officiel et sans appel. Pendant des décennies, l'Afrique s'était ajustée aux exigences d'immigration occidentale. Mais cette fois, la balance a basculé. Le Mali ne réagissait pas par émotion, il créait un précédent. Si l'Amérique peut faire payer les Africains pour traverser ses frontières, les Africains peuvent aussi faire payer l'Amérique. Ce n'était pas un simple mémo diplomatique, mais une déclaration géopolitique délivrée avec une précision chirurgicale. Les restrictions de visa ont été pendant des années l'un des outils favoris de Washington pour signaler sa désapprobation ou affirmer son contrôle. Mais le Mali, un pays enclavé souvent dépeint comme luttant pour sa stabilité, venait de faire ce que peu osaient. Transformer un inconvénient bureaucratique en arme d'égalité. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays autrefois défini par la dépendance venait de dicter ses conditions à une superpuissance. La réaction immédiate des États-Unis, l'ambassade à Bamako a été prudente, indiquant « Nous examinons les implications de cette nouvelle exigence ». Mais on pouvait sentir le choc entre les lignes, car le monde n'était pas censé fonctionner ainsi. Dans le scénario post-colonial, les nations occidentales fixaient les règles et les États africains s'y conformaient. Le Mali vient de réécrire ce scénario avec une plume trempée dans la confiance et la frustration. Pour en comprendre la gravité, il faut apprécier la portée symbolique qu'ont les visas dans la géopolitique moderne. Ce ne sont pas de simples tampons. Ce sont des hiérarchies, des rappels silencieux de qui est jugé digne de confiance, désirable ou sûr. Lorsque l'administration Trump a réintroduit les cautionnements de visas pour les nations africaines, elle a masqué cette décision sous la bannière de la sécurité nationale, suggérant que les visiteurs de certains pays étaient plus susceptibles de dépasser la durée de leur visa et devaient donc fournir une garantie financière. En réalité, c'était une insulte discrète, présumant que les Africains représentaient plus un risque qu'une opportunité. Aujourd'hui, le Mali renvoie cette insulte de l'autre côté de l'Atlantique, multipliée par $10,000. Ce n'est pas du tac au tac pour faire sensation, c'est une réplique philosophique. À chaque forme de contrôle déguisé en politique correspond désormais une forme égale et opposée de défiance déguisée en réciprocité. Le moment est également délibéré, intervenant alors que Washington tentait de se réengager dans le Sahel, offrant coopération anti-insurrectionnelle et partenariat minier. Pourtant, derrière les sourires, l'énorme déficit de confiance est resté. Les dirigeants maliens ont vu clair dans les politesses, sachant que les partenariats proposés au grand jour s'accompagnent souvent de conditions cachées. Ce cautionnement n'est donc pas qu'une question de frais d'entrée, c'est une question de dignité, rappelant au monde que la souveraineté ne se négocie pas. Le Mali a compris que sur le marché diplomatique moderne, le respect ne s'accorde plus, il se réclame haut et fort, et parfois financièrement. C'est ce qui rend ce moment historique, une seule décision qui en dit autant sur la nouvelle posture politique de l'Afrique que sur le monopole décroissant de l'Amérique pour définir l'équité. La question n'est pas de savoir si la décision du Mali était justifiée, mais pourquoi il a fallu si longtemps à une nation africaine pour répondre de la sorte, obligeant la fierté de l'Afrique à avoir un prix en dollars. Lorsque le ministère des Affaires étrangères malien a publié ce décret sans embâche, il n'est pas né de rien, mais d'années d'humiliation silencieuse déguisée en diplomatie. Ce cautionnement n'est pas une réaction épidermique, mais le point de rupture d'une relation qui marchait sur le fil entre respect et condescendance. Qu'est-ce qui a poussé Bamako à franchir le pas cette fois? Pour le savoir, il faut remonter à juillet, lorsque des responsables américains sont venus au Mali dans le cadre d'une prétendue mission de partenariat. Cette visite était censée rétablir la confiance après des années de friction suite au coup d'État malien de 2021. Malgré les sourires et les propositions, un sentiment couvait.
l'intérêt de l'Amérique ne concernait pas le Mali lui-même. Chaque conversation était transactionnelle, les délégués américains liant l'assistance sécuritaire à des réformes de gouvernance et des critères de transparence, des mots de code que les dirigeants maliens reconnaissent comme des points de pression. Quand Washington parle de transparence, il s'agit souvent de contrôle. Quand il parle de stabilité, c'est souvent de conformité. La visite visait moins un bénéfice mutuel qu'à réaffirmer la supervision américaine dans une région échappant aux mains occidentales. Puis, quelques mois plus tard, l'annonce du cautionnement de visa par Washington a été comme du sel sur une plaie ouverte. L'administration Trump a catalogué le Mali comme l'une des nations dont les citoyens présentaient un risque élevé de dépassement de visa, justifiant cette politique comme une sauvegarde administrative, une simple procédure. Mais en diplomatie, rien n'est jamais impersonnel. Le message était clair, vous n'êtes pas digne de confiance. Pour le Mali, ce fut l'insulte de trop. Il ne s'agissait plus seulement de voyage, mais de statut, des hiérarchies silencieuses intégrées aux relations internationales. Les États-Unis pouvaient exiger une coopération sur les ressources et la migration tout en imposant une taxe de confiance de $15,000 à ses citoyens. L'hypocrisie était trop flagrante. Au sein du conseil présidentiel de Bamako, les proches du président Assimi Goïta auraient décrit sa frustration non pas comme de la colère, mais comme un éveil. Pendant des années, les nations africaines ont appris à avaler ces petites indignités au nom du maintien des relations. Mais le nouveau Mali, celui qui avait déjà expulsé les forces françaises et défié les sanctions de la CEDEAO, en avait fini. Le gouvernement a donc décidé de répondre non pas par des discours, mais par un miroir. Si les États-Unis peuvent faire payer les citoyens maliens pour entrer, les citoyens américains feront de même. La logique est limpide, le message sans équivoque. Nous vous traiterons comme vous nous traitez. L'élégance de la contre-mesure malienne réside dans sa simplicité. Elle utilise l'outil même introduit par les États-Unis pour le transformer en une déclaration de parité. C'est une manière silencieuse et éloquente de dire que l'Afrique a appris les règles du jeu et qu'elle va désormais y jouer aussi. Cependant, les racines de ce changement vont au-delà d'une simple politique. La défiance du Mali provient d'une transformation plus vaste de la manière dont le pays définit le pouvoir, le partenariat et la fierté, portés par un leader qui refuse d'être sermonné par ceux qui se disaient alliés, le colonel Assimi Goïta. Prenons un instant pour remercier la communauté de la Une, où les voix, les histoires et les héritages sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous soutenez non seulement la chaîne, mais vous participez à un puissant mouvement culturel. Reprenons. Le nom de Goïta n'est pas issu d'une lignée politique, mais de la frustration d'une nation. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2021, beaucoup l'ont écarté comme un opportuniste militaire. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que Goïta n'essayait pas de prendre le Mali, il essayait de reprendre le Mali. Sa doctrine repose sur la conviction que la souveraineté ne doit plus s'accompagner de supervision. Cette philosophie, désormais appelée la doctrine Goïta, à travers le Sahel, a remodelé la posture externe du Mali envers des puissances comme les États-Unis et la France. L'idée centrale est simple, la stabilité du Mali ne peut être externalisée. Pendant des décennies, les nations occidentales ont justifié leur présence militaire en citant l'insurrection. Mais sous cette protection venait la dépendance économique, militaire et psychologique. Au moment où Goïta a émergé, de nombreux Maliens chuchotaient une question dangereuse. Qui dirige réellement ce pays? C'est devenu le cri de ralliement de Goïta. En quelques mois, il a expulsé les forces françaises, mis fin à l'opération Barkhane et déclaré que le Mali trouverait sa propre voie vers la paix. Ce n'était pas de la défiance pour la défiance, mais une réinitialisation calculée. Goïta a compris que tant que la sécurité du Mali dépendrait d'armées extérieures, sa politique resterait sous influence extérieure. Le pivot vers Moscou est plus que stratégique, il est psychologique. L'arrivée de conseillers russes et la transition de Wagner vers l'Africa Corps symbolisent un passage délibéré du clientélisme au pragmatisme. La Russie n'a pas demandé au Mali de changer sa constitution, mais a offert de l'entraînement et de l'équipement militaire en échange de contrats. Cette logique explique pourquoi le nouveau cautionnement de visa malien s'inscrit parfaitement dans la vision du monde de Goïta. Pour lui, la réciprocité n'est pas une vengeance, c'est la dignité en action. Lorsque l'Amérique impose une barrière de $15,000 aux Maliens, il impose une barrière de $10,000 aux Américains. Ce n'est pas de la revanche, c'est de la réflexion. Cela force le monde à voir le Mali non plus comme un pion, mais comme un joueur agissant avec intention. L'approche de Goïta résonne à travers l'Afrique, notamment au Burkina Faso et au Niger, où la frustration publique est similaire. Sous Goïta, le Mali est devenu le laboratoire de l'autodétermination africaine.
Sa défiance a un coût. Le financement occidental a ralenti et les canaux diplomatiques se sont rétrécis. Ironiquement, cet isolement n'a pas affaibli le Mali, il l'a clarifié, forgeant une identité axée sur l'intérêt national. Maintenant que cette nouvelle identité est ancrée, elle commence à se propager. L'étincelle allumée par le Mali de Goïta traverse les frontières, inspirant ses voisins à remettre en question l'ordre ancien. Si une seule nation africaine peut tenir tête aux États-Unis et à l'Europe sans s'effondrer, que se passe-t-il lorsque plusieurs commencent à faire de même? Pensez à aimer et partager cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la culture, l'histoire et l'identité. Continuons. Ce qui a commencé comme la vision d'un homme à Bamako se transforme rapidement en une réaction en chaîne continentale. Les nations voisines, le Burkina Faso et le Niger, sont les flammes qui propagent l'étincelle de Goïta. Ensemble, ils ont bâti l'Alliance des États du Sahel, AES, un pacte militaire et politique sans précédent, né d'une conviction et non d'une simple opportunité. La formation de l'AES a marqué le premier refus collectif de l'Afrique d'être gérée par d'autres. Ces nations ne se sont pas seulement retirées de la CEDEAO, elles se sont retirées de l'orbite occidentale entière. L'Alliance a choisi la solidarité plutôt que la servitude. L'histoire du Burkina Faso, sous le capitaine Ibrahim Traoré, est un miroir de la transformation du Mali, allant de la rupture des liens avec la France à l'alignement avec la Russie. Ce qui a vraiment connecté la lutte de Ouagadougou à celle de Bamako, c'est son propre affrontement avec Washington. Lorsque les États-Unis ont proposé que le Burkina Faso accueille des migrants déportés, le gouvernement de Traoré a refusé. La riposte américaine a été la suspension de l'émission de visas, considérée par le ministre des Affaires étrangères burkinabé comme du chantage. Avec le cautionnement de visas maliens de $10,000 résonnant dans la région, le message est on ne peut plus clair. Le Sahel en a assez d'être sermonné. Ce qui était perçu comme de la simple rhétorique populiste devient le nouveau langage diplomatique de l'Afrique, enraciné dans l'égalité et non dans l'excuse. Ces dirigeants ont découvert le pouvoir de dire non, et le monde peine à le digérer. Cette vague de défiance n'est pas irréfléchie, elle est calculée. Ces gouvernements comprennent que l'équilibre mondial est en train de changer. Alors que l'influence occidentale diminue, de nouveaux partenaires tels que la Chine, la Russie et la Turquie interviennent avec de nouvelles conditions. Moins de leçons, plus de leviers. Les États de l'AES ont appris à diversifier les alliances. Dans leurs calculs, la souveraineté est la nouvelle monnaie, et toute politique qui renforce l'autonomie, du contrôle des ressources à la réciprocité des visas, devient un atout stratégique. La décision du Mali donne un couvert symbolique aux autres. Auparavant, résister à la pression occidentale entraînait un risque d'isolement. Maintenant, cela s'accompagne d'un réseau d'alliés ayant choisi la même voie. La doctrine de la réciprocité, autrefois impensable, se répand discrètement. Cette unité croissante refaçonne la manière dont l'Afrique négocie le pouvoir. Ces gouvernements ne mendient plus de réformes au sein des anciennes institutions, ils en construisent de nouvelles. L'AES a déjà commencé à coordonner les politiques de défense, la gestion des ressources et les positions diplomatiques, créant ce que beaucoup appellent l'embryon d'un bloc africain indépendant. C'est la première fois depuis des décennies que la région parle d'une seule voix. Pourtant, les enjeux sont énormes. Plus le Sahel s'unit, plus il menace l'ordre mondial qui a maintenu l'Afrique en situation de subordination économique. C'est pourquoi le cautionnement malien de $10,000 est plus qu'une simple règle administrative. C'est une déclaration d'alignement. Il signale à toutes les capitales africaines que la résistance peut être méthodique, que la politique peut être une protestation, et que la défiance peut être de la diplomatie. La question demeure, si cette unité continue de croître, qu'est-ce que cela signifiera pour la place de l'Afrique dans le monde? La nouvelle confiance du continent se traduira-t-elle par une véritable indépendance, ou provoquera-t-elle un contre-coup encore plus rude de la part de ceux qui ont longtemps profité de ces divisions? Le véritable test de la souveraineté n'est pas de prendre position, mais de la maintenir une fois que les gros titres s'estompent. Le cautionnement de visas maliens n'était pas un coup de théâtre, c'était une déclaration assortie d'un coût que le pays est prêt à assumer. Car pour la première fois, il a choisi la dignité plutôt que l'opportunité. Dans les couloirs diplomatiques de Washington à Bruxelles, le geste du Mali a été qualifié de peu judicieux, de provocateur, voire d'autodestructeur. Pourtant, dans les capitales africaines, il a suscité tout autre chose, une conversation sur le prix du respect. Pendant des décennies, on a dit aux nations africaines que le respect venait de l'obéissance. Mais Bamako enseigne une autre formule. Le vrai respect vient du risque, de la volonté d'agir même lorsque les puissants désapprouvent. C'est le sens profond de cette politique.
Le Mali force le monde à reconsidérer son interaction avec l'Afrique. Le Mali a brisé cette politesse, déclarant que si l'entrée sur vos frontières vient avec suspicion, l'entrée sur les nôtres vient avec la même suspicion. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est de la symétrie. Et en diplomatie, la symétrie est le fondement de l'égalité. Mais l'égalité a un prix. L'Occident n'acceptera pas de perdre son monopole moral en silence. Il y aura des contre-mesures, mais le gouvernement Goïta semble indifférent, car lorsqu'une nation décide que le respect compte plus que l'approbation, elle devient immunisée contre la pression. En imposant un coup d'entrée aux Américains, le Mali étend simplement cette logique, démontrant que même dans un monde inégal, le pouvoir peut toujours être équilibré par le principe. Le poids symbolique de cet acte est immense. Il dit à l'Occident que l'Afrique ne négocie plus en position de faiblesse. Il dit aux Africains que l'estime de soi n'est pas un rêve, c'est une décision. C'est pourquoi le geste du Mali résonne au-delà des frontières. Il valide un éveil continental. La vraie peur à Washington et à Paris n'est pas le cautionnement de $10,000 lui-même, mais ce qu'il représente, une transformation de la psychologie africaine. Lorsque des pays autrefois qualifiés de fragiles commencent à affirmer leur autorité, cela expose la fragilité des systèmes qui prétendent les protéger. La défiance du Mali ne concerne pas les visas, elle concerne la réécriture des règles tacites de la hiérarchie mondiale. Ce récit ne parle pas de victoire ou de vengeance, mais de correction. Pendant des siècles, la diplomatie africaine a été façonnée par ce qu'elle pouvait recevoir, prêt, aide, accès. La position du Mali marque la naissance d'une diplomatie fondée sur ce que l'Afrique peut exiger. Et bien que cela puisse déstabiliser les vieilles puissances, c'est la seule façon de rétablir l'équilibre dans un monde qui a longtemps confondu générosité et supériorité. Tandis que la poussière retombe, la question n'est pas de savoir si les États-Unis lèveront leurs exigences ou si le Mali assouplira la sienne. La question est de savoir si cela marque le début d'une nouvelle ère, où l'Afrique cesse de demander à être comprise et commence à insister sur le respect. Car le respect, comme Bamako vient de le rappeler au monde, n'a jamais été gratuit. Il a toujours eu un prix, et l'Afrique a finalement décidé de le nommer. Pensez-vous que le geste audacieux du Mali est un tournant pour l'Afrique ou simplement le début d'une confrontation plus vaste avec l'Occident? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. D'autres nations africaines devraient-elles commencer à appliquer les politiques de visa occidental pour exiger un traitement égal? Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche. Nous avons décidé d'aborder des sujets dont personne ne parle. La culture, la civilisation, l'histoire et les preuves de la gloire passée. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.